Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite OSNI. Lors d'un incident récent survenu au large des côtes d'Aguadilla, à Porto Rico, un groupe de pêcheurs a été confronté à un phénomène déconcertant. La rencontre avec un objet submergé non identifié ou OSNI. Alors qu'ils naviguaient sur les eaux, durant la nuit, une soudaine explosion de lumière bleue spectrale a émané de la surface, créant une zone inexplicable d'eau bleue rayonnante à quelques mètres seulement de leur bateau. Intrigué, l'un des pêcheurs a instinctivement saisi son téléphone pour immortaliser ce phénomène déroutant. Et au milieu de ce spectacle captivant, un phénomène étrange est apparu dans les eaux illuminées, captivant l'attention des pêcheurs. L'espace d'un instant, une sorte de créature se serait matérialisée, évoquant pour certains l'ombre d'une sorte de créature humanoïde des profondeurs. Et la silhouette très distincte ressemblait étrangement à un humain miniature arborant une queue de poisson particulière. Et au milieu de cette lumière irisée, la figure présentait des bras squelettiques allongés et une tête humaine sphérique. Et certains ont d'ailleurs tenté de recréer à quoi pourrait ressembler cette créature en utilisant de l'intelligence artificielle, et voici les résultats. Bien que peu crédible, puisque l'on distingue à peine une silhouette. Et après ce phénomène déroutant, l'éclat bioluminescent s'est brusquement éteint et l'entité perplexe a disparu dans l'obscurité, laissant derrière elle des articles et des spéculations sur Internet. Et bien qu'elle ait suscité débat, cette rencontre spécifique n'a pas beaucoup de poids car la source de la vidéo n'est pas vraiment fiable. Mais l'une des rencontres d'OVNI les plus célèbres du monde et les plus crédibles à travers l'histoire a eu exactement lieu au même endroit, à Porto Rico. Juste après la tombée de la nuit, le 25 août 2013, toujours à Aguadilla, à Porto Rico, l'équipage d'un avion des douanes et de la patrouille frontière des États-Unis décolle pour une mission de routine lorsqu'ils remarquent une étrange lumière rosâtre qui s'approche du nord-ouest. Ils allument alors leur caméra thermique pour suivre l'objet, et voici ce qu'ils voient. Il s'agit d'une sphère métallique qui se déplace très rapidement autour de l'aéroport. L'objet se dirige ensuite vers l'océan où il fait quelque chose de vraiment inattendu. L'objet semble s'enfoncer dans l'eau avant de réapparaître quelques secondes plus tard. Et plus étrange encore, l'objet se sépare ensuite en deux engins distincts. Et après presque 4 minutes, l'objet finit par disparaître dans l'horizon. Et ce n'est pas tout. Porto Rico est le lieu de plusieurs observations d'objets submergés non identifiés. Dans les années 90, un pilote d'hélicoptère de la marine aurait observé une masse sous-marine sombre non identifiée lors d'un exercice d'entraînement. Et un autre rapport de l'armée américaine toujours décrit un incident similaire survenu en 1963 lors d'un exercice anti-sous-marin mené par l'USS Wasp. Tchernobyl au ralenti. Dans les eaux glaciales du nord de la Russie, une catastrophe potentielle se profile à l'horizon. Les experts ont décrit la région comme un Tchernobyl au ralenti. Des milliers de tonnes de déchets nucléaires sont stockés à l'intérieur de sous-marins nucléaires engloutis, proches de la décomposition et menaçant de libérer un cauchemar radioactif dans l'océan. Les déchets de ces sous-marins pourraient contaminer l'eau avec plus de 6,5 fois le poison radioactif émis à Hiroshima. Ces débris nucléaires épars gisent le long du littoral du nord de la Russie, dans les eaux de la mer de Barents et de la mer de Kara. Et les experts estiment que plus de 17 000 objets, dont 3 sous-marins nucléaires et 18 réacteurs sont présents, et de nombreux morceaux se trouvant à une faible profondeur de 30 mètres seulement. Ces réacteurs remplis d'uranium devraient finir par laisser échapper des matières radioactives dans l'océan. Mais c'est loin d'être le seul problème. On craint que les barres nucléaires ou assemblages de barres de combustible nucléaire de certains sous-marins n'implosent sous l'eau, ce qui pourrait provoquer une réaction en chaîne semblable aux explosions nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki. Et la Russie est consciente du problème depuis bien longtemps. En 1993, le président Boris Eltsine a qualifié la situation de critique. Toutefois, selon la Russie, aucun déchet hautement radioactif n'est actuellement déversé dans les océans. Néanmoins, les sous-marins et les réacteurs subsistent. Par exemple, le sous-marin K-159, dont les réacteurs ne sont pas scellés et sont exposés aux éléments et soupçonnés de répandre de la radioactivité nucléaire dans l'eau. Les projets visant à retirer ces véhicules du fond de l'océan ont été interrompus en raison de la guerre en Ukraine. La Russie s'est même retirée de la commission russo-norvégienne de la sûreté nucléaire et refuserait de divulguer l'emplacement exact des déchets radioactifs.
Le temple des Nabatéens. Dans l'une des plus grandes découvertes archéologiques de ces dernières années, des chercheurs ont mis au jour en Italie un temple sous-marin ayant appartenu aux Nabatéens. Oui, les mêmes Nabatéens qui ont bâti la merveilleuse ville de Petra au Moyen-Orient. L'ancien temple nabatéen, doté de magnifiques autels en marbre et d'une riche histoire remontant à 2000 ans, a été révélé au large de Naples, dans le golfe de Pouzzoles. Les scientifiques pensent qu'il date de l'époque romaine et qu'il a été bâti durant la première partie du 1er siècle de notre ère, ce qui coïncide avec l'essor de l'Empire romain et la fin malheureuse du royaume nabatéen. Les Nabatéens sont apparus au 6e siècle avant Jésus-Christ, dans le désert d'Arabie, établissant des colonies à l'est de la Jordanie actuelle. Et bien que leurs origines restent floues, ils se sont rapidement imposés comme des commerçants très avisés. Ils se sont installés à Petra, une ville taillée à la main dans la roche, et ont monopolisé le commerce des épices, s'enrichissant grâce aux caravanes de marchands et aux nomades. Et leur influence s'étendit très rapidement au Orient et au Levant. Et il est très intéressant de noter qu'ils n'ont manifesté aucun intérêt pour l'agriculture pendant les 400 premières années, avant de s'organiser et d'adopter un mode de vie sédentaire vers le 2e siècle avant notre ère. Mais leur puissance constitue une menace directe pour les Romains. En 65 avant notre ère, les soldats romains ont ordonné aux Nabatéens de se rendre, ce qui conduira à la destruction de Petra par Rome 2 années plus tard. Le roi Arétas III a payé un tribut pour éviter l'anéantissement, mais les Nabatéens ont été assimilés tout de même à l'Empire romain en 106 après Jésus-Christ, renommant ainsi le royaume Arabia Petrea et le désignant comme une province. Mais cela n'explique en rien la présence de l'un de leurs temples en Italie. Ils avaient apparemment un avant-poste pour le commerce en Italie, l'avant-poste le plus à l'ouest des Nabatéens. Et c'est tout à fait logique, puisqu'une grande partie du commerce romain arrivait en Italie par le port de Puteoli, aujourd'hui situé en dessous et au large de la ville moderne de Pouzzoles. Toutes les marchandises des céréales égyptiennes au lieu du Colisée accostaient à Puteoli avant d'être acheminées vers la capitale et d'autres parties de l'Empire. Et le temple, récemment mis au jour, ainsi qu'un autre trouvé à proximité, prouvent que les Nabatéens étaient également présents à Puteoli. Pourtant, ces habitants du désert n'étaient pas connus pour leur prouesse maritime et ne possédaient pas vraiment de port. Et trouver des preuves de la présence d'un temple nabatéen à Puteoli est vraiment très étrange, déclare Taco Terpestra, historien de l'université de Northwestern. Pourquoi les Nabatéens auraient-ils pris la mer, parcouru la moitié de la Méditerranée et installé un commerce à Puteoli? C'était très loin d'être leur spécialité. L'épave inconnue. En 2019, l'opérateur de plongée David Renan a découvert une épave inconnue au large de la côte d'Eastbourne, au Royaume-Uni. David est entré en contact avec des archéologues de l'Historic England qui se sont mis au travail pour étudier les vestiges gorgés d'eau. Ils ont bloqué le site, ne permettant qu'aux plongeurs autorisés d'entrer et d'examiner le mystérieux amas de bois et de métal tordu. Et au bout d'un certain temps, ils ont finalement pu identifier l'épave. Le navire s'appelle le Klein Hollandia et a coulé il y a plus de 300 ans et a une histoire exceptionnelle ayant même provoqué une guerre, rien que ça. Le navire appartenait à l'amirauté de Rotterdam et a été construit en Hollande en 1656. Il a participé à la guerre anglo-néerlandaise entre 1672 et 1674. Et quelques années seulement après la guerre, le navire a été surpris par une escadre anglaise et a été détruit en miettes. Il s'est ensuite enfoncé à 32 mètres de profondeur sous les vagues et n'a été revu qu'en 2015. Il a été repéré lors d'un relevé hydrographique, mais David Renan a été le premier à le voir officiellement et à l'identifier comme étant une épave. S'il est une chose que les Anglais savaient faire, c'est bien de consigner très tôt des données relatives à leur mission militaire. Nous savons qu'en 1672, l'amiral de Hesse escortait la flotte de Smyrne vers les Pays-Bas, mais qu'en passant devant l'île de Wight, il a été attaqué par une escadre anglaise commandée par l'amiral Holmes. L'escarmouche a duré près de 2 jours et a donné lieu à de terribles combats d'un navire à l'autre. Le Klein Hollandia a été gravement endommagé et abordé par les Anglais, qui ont très vite compris qu'ils venaient de commettre une terrible erreur. Juste au moment où les Anglais sont montés à bord,
Le navire a soudainement coulé, entraînant dans sa chute des marins anglais et néerlandais. La destruction du Klein Hollandia a été un événement crucial dans l'histoire de l'Angleterre et des Pays-Bas. Les actions de l'amiral Holmes, attaquant le navire sans aucune provocation, ont déclenché la troisième guerre anglo-néerlandaise qui a duré jusqu'en 1674. Le fond du lac Ontario. Un drone sous-marin a récemment révélé quelque chose de très étrange. Un groupe de chercheurs, financé par The OEX Recovery Group Incorporated en 2017, pour récupérer un morceau d'histoire caché au fond du lac Ontario au Canada. Leur mission, dont le nom de code est Raise the Arrow et qui a été gardé dans le plus grand secret, visait à récupérer un morceau d'histoire caché au fond du lac. Et leur objectif principal était de retrouver un morceau d'histoire particulier du Canada. Et pendant des siècles, des rumeurs ont circulé à propos de trésors, d'artefacts et de colonies perdues sous la surface du lac Ontario. En réalité, le groupe de recherche, tout en cherchant un avion historique, ne s'est pas limité à cette seule relique. Ils étaient à la recherche de quoi que ce soit d'intéressant, quelque chose qui rendrait leurs efforts valables. Mais ce n'est pas vraiment une mince affaire dans le lac Ontario, qui est véritablement gigantesque et qui s'est formé pendant la période glaciaire. Les scientifiques pensent qu'il continue de s'étendre à mesure que les glaciers fondent et que le niveau de l'eau augmente. Le lac s'enorgueillit de ses 1020 km de rives et de ses nombreuses îles. Il est relié entre autres à la rivière Niagara, où se trouvent les chutes du Niagara, et est alimenté par 9 autres rivières. Les chercheurs ont utilisé un drone sous-marin, Thunderfish, équipé d'une puissante caméra, pour explorer 1667 km3 d'eau inexplorée. Aucun artefact perdu, ni aucune trace de civilisation oubliée n'ont été retrouvés. Mais ce qu'ils ont découvert est très surprenant. Un avion intact, l'objet même qu'ils recherchaient. C'était un avion de chasse caché au fond du lac depuis les années 50. Identifié comme un Avro CF-100 Canuck, surnommé The Clank, ce chasseur à réaction était l'un des plus avancés de son époque et est resté actif au sein de l'armée canadienne jusque dans les années 80. Conçu pour des vitesses exceptionnelles, il a d'ailleurs joué un rôle majeur dans le franchissement du mur du sang. Et sur 9 prototypes, l'un d'entre eux s'est retrouvé d'une manière ou d'une autre au fond du lac. Le cimetière des grands fonds. En 2016, au large de la Floride, un plongeur amateur a fait une découverte choquante. Alors qu'il plongeait, il est tombé complètement par hasard sur des restes humains enfouis sous l'eau près de Venice, en Floride. Ces restes humains sont vieux de plus de 7000 ans. Et le plongeur amateur est tombé sur un cimetière amérindien, un cimetière sous-marin perdu depuis des siècles. Et lorsque les découvertes ont été annoncées, Ken Detzner, secrétaire d'État de Floride, les a qualifiées de sans précédent. D'autres habitants de la Floride espéraient que les restes humains permettraient d'en savoir plus sur les anciennes civilisations qui vivaient autrefois sur cette terre. Et normalement, les restes humains laissés dans l'eau se décomposent très rapidement, et il est presque impossible de les conserver alors qu'ils sont consommés par des créatures marines. Toutefois, dans ce cas-là, la conservation a été quelque peu différente. Les restes humains ont été conservés dans un étang d'eau douce avec un fond de tourbe. La tourbe a empêché la destruction complète des eaux pendant près de 7000 ans. Et les chercheurs ont également trouvé des restes de pieux en bois, de pierres tombales datant de la période archaïque. Et à l'époque, le niveau du golfe du Mexique était environ 9 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le niveau de la mer s'est élevé d'environ 9 mètres en quelques milliers d'années. Et avec la montée des eaux, le cimetière a tout bonnement disparu. Malheureusement, on ne sait pas exactement quel groupe ancien a créé ce cimetière. Timothy Parsons, de la division des ressources historiques, a déclaré que les personnes enterrées dans le golfe du Mexique sont les ancêtres de peuples indigènes encore en vie. Les archéologues ont collaboré étroitement avec les tribus des Séminoles de Floride pour manipuler les restes avec une grande délicatesse et respect. Et les scientifiques élaborent un plan de préservation du cimetière aquatique tout en collectant des données pour comprendre son histoire lointaine. Tumulus sous-marin. Le lac de Constance borde l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse. Il s'est formé il y a des milliers d'années à la fin de l'ère glaciaire lorsque le glacier du Rhin a fondu, déversant toutes ses eaux et créant un lac.
Et des recherches récentes ont permis d'étudier une série de sépultures préhistoriques trouvées sur les bords du lac de Constance, preuve de la présence de chasseurs mésolithiques en Europe vers la fin de l'ère glaciaire. Au moins 170 tumulus submergés ont été découverts, vestiges de chasseurs-cueilleurs du Mésolithique qui ont habité la région il y a près de 12 000 ans. Il n'existe pas d'habitation permanente datant de l'âge de pierre, ni de traces d'établissement humain du Paléolithique. En revanche, les archéologues ont découvert des ruines de camps de chasse, des outils épars et des preuves d'une activité nomade mésolithique il y a environ 10 000 ans, et ce, lorsque les chasseurs-cueilleurs fréquentaient la région pendant les migrations animales à mesure que se formait le lac de Constance. La sédentarisation n'a commencé qu'au néolithique, il y a environ 9 000 à 7 000 ans, avec la construction de villages de marais côtiers et d'habitations sur pilotis. Et les tumulus, datés d'environ 5000 ans, ont été identifiés lorsque les archéologues ont découvert sous l'eau une ligne de 19 km de long parallèle au rivage. Chaque monument funéraire mesure près de 27 mètres de diamètre et environ 2 mètres de haut. Ils forment une ligne droite, ce qui pourrait indiquer une route funéraire ou un arrangement cérémoniel. Urs Leutzinger, du musée d'archéologie du canton de Turgovie, suggère que ces structures funéraires ont été construites par plusieurs villages autour du lac, témoignant ainsi des rassemblements sociaux et de la cohésion des premières communautés. La fonction exacte des cimetières, au-delà de celle de lieux de sépulture, reste inconnue. Il est possible qu'ils aient été impliqués dans des activités cultuelles ou des cultes divinatoires. Mais ce qui est certain, c'est qu'au fur et à mesure que le lac se remplissait d'eau, les villages et les tumulus ont été submergés. Le temple englouti d'Hercule. Des archéologues espagnols viennent peut-être de découvrir une légende perdue. Les chercheurs pensent avoir mis au jour l'emplacement possible du temple d'Hercule, un lieu de la mythologie grecque. Et selon les récits, le temple était une structure vénérée qui attirait les gens de tout le monde antique pour témoigner de sa grandeur. Situé dans le sud de l'Espagne, le temple a été visité par de très célèbres dirigeants de l'Antiquité tels que Jules César, Hannibal, ainsi que Scipion l'Africain. La légende situe le temple dans la baie de Cadix, mais les chercheurs modernes ont eu du mal à vérifier son existence, jusqu'à aujourd'hui en tout cas. Francisco José Garcia, archéologue à l'université de Séville, révèle des résultats spectaculaires. L'équipe a détecté une forme mystérieuse dans la baie de Cadix en utilisant la modélisation numérique du terrain. Cette structure en forme de temple mesure environ 305 mètres de long et un tout petit peu moins que 152 mètres de large, et il est complètement submergé. Et remarquablement, ces dimensions correspondent aux descriptions de l'ancien temple, et l'emplacement correspond également parfaitement, ce qui suggère qu'il pourrait effectivement s'agir de la structure perdue depuis très longtemps. L'histoire suggère que le temple aurait été construit par les Phéniciens il y a environ 3000 ans. Dédié au puissant héros Hercule, il commémorait ses 12 travaux et comportait des colonnes colossales ainsi qu'une flamme éternelle dans ses salles. Et un prêtre désigné veillait à ce que la flamme brûle en permanence. Et compte tenu de la zone où les archéologues pensent avoir trouvé le temple, celui-ci a probablement disparu à la suite d'un tsunami ou a été submergé lors d'une montée soudaine du niveau de la mer. SOS de l'au-delà. Le 15 avril 1972, Lloyd Detmer, opérateur radio à bord de l'USS Theodore Roosevelt, capte un signal SOS très étrange dans ses écouteurs. Lloyd entend une voix indistincte et rauque qui demande de l'aide pour les passagers et l'équipage du RMS Titanic. La voix disait que le Titanic était en train de couler. Lorsque Lloyd l'a signalé à ses supérieurs, on lui a ordonné de l'ignorer parce qu'il s'agissait très probablement d'une plaisanterie. Mais Lloyd n'avait pas vraiment l'impression qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il aurait vérifié les archives militaires des signaux SOS et découvert que d'autres opérateurs radio avaient reçu exactement le même signal de la part d'une personne prétendant être sur le Titanic. Le signal a été capté en 1918, 1924, 1930, puis tous les 6 ans. Il semble également que chaque opérateur radio ait entendu la voix du capitaine Edward Smith, premier et dernier capitaine du Titanic. Le dernier signal SOS a été signalé en 1996. Le Toronto Sun a rapporté qu'un navire en provenance du Québec avait reçu le même mystérieux SOS du Titanic, mais qui n'avait plus été capté depuis.
Personne ne sait si les âmes des victimes ont enfin trouvé la paix ou si le capitaine fantôme a perdu tout espoir. Le violon. Si vous avez regardé le film Titanic de James Cameron, vous vous souviendrez très certainement de l'orchestre qui jouait au moment où le navire sombrait. Mais saviez-vous que cela s'est réellement produit? Oui, c'est une histoire vraie. Et l'un des objets les plus précieux récupérés du navire englouti est le violon qui a été joué pendant que le navire sombrait. Après que le navire ait heurté l'iceberg, un orchestre de 8 musiciens a été chargé de jouer de la musique pendant le chargement des canots de sauvetage afin de calmer les passagers frigorifiés et effrayés. De nombreux témoins oculaires ont rapporté plus tard que les musiciens ont continué à jouer jusqu'à leur dernier souffle et qu'aucun d'entre eux n'est sorti vivant de cette tragédie. Mais la partie la plus déchirante de l'histoire est peut-être le fait que le chef d'orchestre, Wallace Hartley, a été repêché quelques jours seulement après le naufrage du Titanic et que son étui à violon était toujours attaché à son dos, l'un des sauveteurs l'ayant emporté en souvenir. Son corps sera ramené en Angleterre et enterré à la suite d'un cortège funèbre qui a fait sortir des dizaines de milliers de personnes de chez elle pour lui rendre un dernier hommage. Le sac contenant le violon a été retrouvé plusieurs années après le naufrage. L'enquête a révélé que le violon appartenait bel et bien à Wallace Hartley. Mais les membres du groupe ne faisaient pas partie de l'équipage du navire et avaient donc tout à fait le droit de partir et de sauver leur vie. Mais pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Ces musiciens avaient consacré leurs dernières heures à apaiser les esprits et les cœurs des milliers de passagers qui étaient destinés à mourir sur le navire. Le chaos du naufrage fut malheureusement tragique, l'orchestre jouant la chanson Near My God to Thee. Et alors que le navire sombrait dans les profondeurs de l'océan, le violon de Wallace a été récupéré et rendu à son ancienne fiancée, Maria. Il a ensuite été acheté par un collectionneur britannique pour la somme astronomique de 1,7 million de livres sterling. À ce jour, il reste l'un des souvenirs du Titanic les plus chers jamais vendus. Il est très difficile d'imaginer les émotions qu'a dû ressentir Maria après avoir entendu cette histoire. La bravoure et la résilience de Wallace et de tout son groupe resteront à jamais gravées dans le cœur des survivants et du reste du monde. Une lettre d'amour. En plus d'être l'une des tragédies les plus célèbres de l'histoire de l'humanité, le Titanic est associé à l'une des plus grandes histoires d'amour, et ce, grâce au film, même s'il n'existe aucune preuve concrète de l'existence de Jack ou de Rose, puisqu'il a gagné le billet comme prix et qu'il n'y a donc aucune trace de son embarquement sur le navire. Mais l'histoire d'amour entre lui et Rose, aussi fictive soit-elle, reste gravée dans la mémoire des gens. Mais vous serez peut-être intéressé d'apprendre que l'amour était bel et bien à bord du Titanic. Une lettre d'amour a été retrouvée dans les objets anciens qui ont été récupérés près de 70 ans après l'accident. C'est un employé de cabine du Titanic, Richard Geddes, qui a écrit cette lettre à sa femme. La lettre a été écrite sur le papier en tête original du Titanic et elle avait même toujours son enveloppe Starline d'origine lorsqu'elle a été retrouvée. Et outre les déclarations d'amour, la lettre contenait également des informations que seuls les passagers du navire pouvaient connaître. Richard y raconte à sa femme que le Titanic a failli entrer en collision avec le SS City of New York le 10 avril, quelques jours avant sa collision avec l'iceberg. Le paquebot de luxe avait échappé de très peu à la mort et à la destruction, et l'incident a été provoqué par la traction des hélices du navire qui ont déchiré les cordages du paquebot métallique. Et il s'en est fallu de très peu pour que le navire ne s'écrase. La collision n'a été évitée que grâce à l'intervention du capitaine Smith qui s'est servi d'un remorqueur pour éloigner son bateau. Et en conclusion de la lettre, Richard mentionnait à sa femme que les personnes à bord ont considéré cette collision évitée de justesse comme un très mauvais présage. L'intrigue du Titanic. En ce qui concerne le naufrage du Titanic, presque tout le monde s'accorde à dire qu'il s'agit d'un accident. Le 14 avril 1912, tard dans la soirée, le RMS Titanic heurte un iceberg et coule. L'eau s'engouffre dans le bateau et les passagers tentent désespérément de s'échapper. Bientôt, le navire réputé insubmersible disparaît dans l'océan Atlantique Nord. Plus de 1500 personnes, soit plus des 2/3 des passagers de l'équipage, ont trouvé la mort, ce qui constitue l'une des pires catastrophes navales de l'histoire de l'humanité. Et si ce n'était pas un accident?
Une théorie veut que le banquier millionnaire JP Morgan ait comploté le naufrage du Titanic pour tuer des millionnaires rivaux, à savoir Isidore Straus, Benjamin Guggenheim et Jacob Astor. Ils étaient tous des rivaux du célèbre banquier, et ils sont tous morts sur le bateau. Plus curieux encore, JP Morgan avait prévu de naviguer sur le Titanic à son tour, mais il avait annulé son voyage à la toute dernière minute avant que le bateau ne prenne la mer. Et bien qu'il ait justifié l'annulation de son voyage par une maladie, il aurait été vu quelques jours plus tard en compagnie de sa maîtresse en train de faire du shopping en Europe. Et selon des témoins, il semblait en très bonne santé comme à son habitude. Cette théorie est assez farfelue, mais pas totalement impossible. Strauss, Astor et Guggenheim se seraient opposés à la création de la réserve fédérale qui a rendu JP Morgan incroyablement riche. Il est tout à fait possible qu'il ait eu besoin d'un moyen de se débarrasser d'eux et qu'il ait envisagé de couler un bateau entier pour y parvenir. Mais malgré toutes les théories, aucune preuve l'incriminant n'a jamais été découverte. Mais quoi qu'il en soit, il est incontestablement l'homme qui a le plus profité des conséquences du naufrage du navire. Message d'un condamné. Une équipe de chercheurs tente de percer un mystère vieux de plus de 100 ans. Ils ont en leur possession une lettre qu'ils pensent avoir été écrite par une jeune fille française à bord du Titanic la veille de son naufrage. Le message, daté du 13 avril 1912, avait été découvert enfoui dans le sable de la baie de Fundy au Nouveau-Brunswick, au Canada. Le message était écrit en français et signé par Mathilda Lefebvre, qui n'avait que 13 ans à l'époque. La lettre dit « Je jette cette bouteille au milieu de l'Atlantique. Nous devons arriver à New York dans quelques jours. Si quelqu'un la trouve, prévenez la famille Lefebvre à Liévin. » Et grâce aux archives historiques, nous savons que cette jeune fille a bel et bien existé et qu'elle était une véritable passagère du Titanic. Elle était originaire du Pas-de-Calais, passagère en 3e classe avec sa mère et 3 de ses frères et sœurs. Ils étaient en route pour rejoindre le père de Mathilda qui avait immigré 2 années plus tôt. En tout cas, c'est ce qu'affirme l'équipe de l'Université du Québec chargée d'étudier la lettre. Mais s'agit-il d'une lettre authentique ou d'un canular très élaboré ? L'équipe a étudié la composition chimique de la bouteille, examiné le bouchon, scruté le papier et même analysé chimiquement l'encre. Les résultats de leurs tests ont montré que tout était conforme, ce qui signifie que la lettre et la bouteille ont été fabriquées à partir de matériaux datant bel et bien de 1912. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment confuses. Ce n'est pas la première fois que l'on trouve une lettre prétendant provenir du Titanic. L'université étudie actuellement la calligraphie elle-même pour voir si elle correspond à la façon dont une jeune Française de 13 ans écrivait en 1912. Elle estime également que les courants océaniques ont pu amener tout ce qui provenait du Titanic sur les côtes orientales du Canada. Et même si la lettre semble conforme, de l'encre au papier, l'équipe de chercheurs n'a pas encore pu prouver son authenticité. L'enfant inconnu. Quelques jours après le naufrage du Titanic, un navire morgue canadien a été envoyé pour récupérer les corps. Et les marins, à bord du navire, ont eu la très lourde tâche de sortir des centaines de corps gelés, des eaux froides et déchaînées. Et parmi les morts arrachés à l'Atlantique, se trouvait un petit garçon. L'une des personnes à bord du navire morgue ce jour-là a déclaré au Halifax Herald que le jeune garçon flottait vers lui, le visage tourné vers le haut. C'est l'une des choses les plus horribles qu'il ait jamais vues. L'enfant a été ramené à Halifax, mais personne n'a pu l'identifier. Le bébé ne figurait pas sur la liste des passagers, ne semblait pas non plus être le bébé disparu de quelqu'un, et personne ne savait d'où il venait. C'était un bébé du Titanic, pris au hasard, et son histoire était si émouvante que les marins ont organisé un service funéraire pour lui. L'enfant a été enterré dans un cimetière de Halifax et sa pierre tombale est toujours là aujourd'hui, dédiée à la mémoire de l'enfant inconnu. Mais attendez, l'enfant n'est plus inconnu. En 2008, le laboratoire d'identification ADN des forces armées américaines, situé dans le Maryland, a procédé à une identification positive. Il s'agissait de Sidney Leslie Goodwin, âgé de 19 mois seulement. Il était le plus jeune fils de Frederick et Augusta Goodwin, un couple qui avait quitté l'Angleterre avec ses 6 enfants pour commencer une nouvelle vie à New York. Malheureusement, aucun d'entre eux n'y est parvenu. Le bateau mystère. Le Titanic n'était peut-être pas seul lors de son naufrage. Un mystérieux navire a été repéré à proximité du Titanic en train de couler rapidement, mais n'a jamais tenté de lui venir en aide.
Le navire dont plusieurs survivants étaient témoins s'est volontairement éloigné du lieu de la catastrophe et a disparu dans la nuit comme s'il n'avait rien vu. Dans les mois qui ont suivi l'horrible tragédie, le SS Californian a été accusé d'être le mystérieux transporteur. Son capitaine, Stanley Lord, a été accusé d'avoir abandonné le Titanic au moment où il avait le plus besoin d'aide. Ce n'est que des décennies plus tard que le SS Californian et Stanley Lord ont été disculpés, mais à ce moment-là, sa réputation avait déjà été entachée. Mais si ce n'est pas le SS Californian, quel navire a abandonné le Titanic et ses passagers à leur triste sort? C'est l'énigme que personne n'a jamais pu résoudre. On sait désormais que ce n'était pas le SS Californian parce que lorsque l'épave du Titanic a été retrouvée en 1985, il était clair que le Californian se trouvait à environ 32 km de là et il devait certainement y avoir un autre navire suffisamment proche pour sauver au moins quelques passagers, mais qui n'a pas voulu faire quoi que ce soit. L'identité de ce navire n'a jamais été retrouvée. Mais pensez-vous vraiment que les survivants ont vu un vrai bateau ou n'était-ce que la panique ou bien un navire fantôme? Le mirage. Un expert pense qu'il vient de découvrir la véritable cause du naufrage du Titanic. Certes, il a heurté un iceberg, mais il semblerait que nous ayons désormais une explication. La nuit du 14 avril, personne n'a vu l'iceberg droit devant le Titanic avant qu'il ne soit trop tard. Depuis, les spéculations vont bon train sur la manière dont l'iceberg a pu être manqué. Comment se fait-il que personne n'ait repéré le gigantesque bloc de glace avant que le bateau ne soit déjà directement dessus? Tim Malton, un historien britannique, a passé près de 6 ans à éplucher les récits des survivants de la catastrophe à la recherche de la vérité. Ce qu'il a découvert est que le navire a probablement coulé à cause d'un phénomène optique appelé mirage, que l'on connaît tous d'ailleurs. Ce mirage supposé a empêché l'équipage de voir l'iceberg, ce qui a entraîné la mort de plus de 1500 personnes. Après la catastrophe, de nombreuses excuses ont été avancées. Certains ont prétendu que le capitaine était ivre, d'autres que le gouvernail était trop petit et d'autres encore que l'absence de jumelles était à blâmer. Mais Tim a réfuté toutes ces excuses. La seule explication logique qu'il a trouvée est celle d'un mirage. De nombreux survivants ont affirmé qu'il s'agissait de la nuit la plus claire qu'ils aient jamais vue, tandis que de nombreuses autres personnes ont affirmé avoir vu une brume planer à l'horizon. Tim pense qu'il s'agissait effectivement d'une nuit extrêmement claire, avec une visibilité de plus de 100 km en ligne droite au-dessus de l'océan. Et ce serait cette visibilité intense qui aurait provoqué un effet de brume lorsque la lumière s'est dispersée à travers les particules et que les gens pouvaient regarder à des distances vertigineuses. Ensuite, en raison de l'inversion thermique causée par l'air plus chaud du Gulf Stream qui pousse l'air froid de l'Atlantique contre la surface de l'océan, l'air conflictuel et la brume auraient créé une sorte de lentille déformant la lumière. Et c'est ce qui aurait obscurci la vision de la vigie, créant une sorte de mirage très dense au-dessus de l'iceberg, de sorte que personne ne l'a vu venir. Épave en Wicca. En 2022, le Titanic a été redécouvert de manière spectaculaire. 40 ans après la découverte de l'épave du RMS Titanic en 1985, nous pouvons enfin admirer l'épave avec une qualité 8K stupéfiante. L'équipe d'exploration océanique d'Ocean Gate Expedition, vous savez, la même entreprise qui exploitait le submersible qui a implosé près de l'épave du Titanic, oui, c'est la même fameuse entreprise. Ils ont effectué un voyage au fond de la mer et ont filmé le Titanic comme il ne l'avait jamais été auparavant. Ils ont capturé l'épave fantomatique dans toute sa splendeur en utilisant les caméras les plus récentes et la technologie la plus avancée. Ils ont même pu retrouver des éléments de la structure que personne n'a jamais vus auparavant. Par exemple, ils ont filmé la grue utilisée pour déployer l'énorme ancre de 15 tonnes sur le pont du navire. Ils ont vu la manille attachée au mât principal avant qu'il ne s'effondre et ils ont pu obtenir des détails précis sur chaque pièce du navire. Ils ont vu les endroits où la corrosion avait commencé à ronger le métal. Ils ont même trouvé les bouées pétrolières qui ont touché le fond de l'océan lorsque le navire s'est brisé en deux. La grande différence réside dans la technologie. L'épave a été filmée à de nombreuses reprises, mais jamais de cette manière. Elle se trouve à une profondeur de 3785 mètres, ce qui rend la visibilité presque impossible. Mais filmer le navire en 8K a fait une énorme différence. Comme la différence entre essayer de reconstituer un puzzle dans l'obscurité ou avec la lumière.
Le sifflet du héros. Harold Lowe est entré dans l'histoire comme l'un des véritables héros de la catastrophe du Titanic. Harold était responsable du canot de sauvetage numéro 14 et a dépensé jusqu'à la dernière once d'énergie en pagayant dans les eaux glaciales à la recherche de survivants. Harold était un véritable leader naturel. Il a rassemblé tous les canots de sauvetage qu'il pouvait, a redistribué les survivants en une flottille, puis a utilisé son propre canot de sauvetage pour rechercher tous les survivants qu'il pouvait trouver. Malheureusement, l'eau était trop froide et presque tout le monde était déjà mort. Harold ne réussit à retrouver que 4 hommes, dont l'un mourut cette nuit-là. Mais malgré tout, Harold a poursuivi les cris et les pleurs dans la nuit noire à la recherche désespérée de quelqu'un qui pourrait être en vie. Il est l'un des 2 seuls hommes à être retournés sur les lieux du naufrage dans l'espoir de sauver des vies. Et récemment, le sifflet d'Harold Lowe a été mis en vente. Le sifflet est gravé Lieutenant H.G. Lowe R&R et il a très certainement appartenu à l'héroïque lieutenant. Il a été estimé à 3 788 $ lors de sa mise en enchère. Mais nous ne savons pas à quel prix il a été finalement adjugé. Et nous ne savons pas non plus si c'est le sifflet qu'Harold a utilisé cette nuit-là, alors qu'il cherchait désespérément des survivants, ou ce n'est qu'un autre sifflet qui lui a appartenu. La menace dormante. Depuis 400 ans, le volcan sous-marin de Colombo, au large de la Grèce, sommeille tranquillement. Le volcan sous-marin est proche de l'île grecque de Santorin, une île ancestrale qui abritait des civilisations bien avant la construction des pyramides égyptiennes. Mais le lent sommeil du volcan vient tout juste de prendre fin. Des scientifiques viennent de découvrir qu'il ne dort plus et qu'il est capable d'entrer en éruption à tout moment. Et si cela se produit, ça pourrait déclencher un tsunami si grand et si dévastateur qu'il pourrait anéantir les villes entières sur le littoral méditerranéen. La dernière fois que le Colombo est entré en éruption, 70 personnes ont perdu la vie. C'était en 1650, alors que la population n'était qu'une infime partie de ce qu'elle est aujourd'hui. Depuis, Santorin a connu une croissance très importante et elle est devenue l'une des îles les plus populaires du bassin méditerranéen. Et si le volcan entre en éruption avec la même férocité qu'il y a 400 ans, les dégâts pourraient être beaucoup plus importants cette fois-ci. Et s'il le fait avec encore plus de force qu'auparavant, le nombre de victimes pourrait être astronomique. Mais qu'ont vraiment découvert les scientifiques? Ils ont identifié une chambre magmatique inconnue jusqu'alors, située dans les profondeurs du volcan englouti. Et ce qui les a vraiment alarmés, c'est qu'ils ont remarqué que la chambre magmatique se remplissait progressivement. Elle se remplit de magma si rapidement que les chercheurs de l'Imperial College de Londres se concentrent sur la surveillance en temps réel. Et selon les géophysiciens, la chambre s'étendrait environ 3 km sous le volcan. Et bien qu'une éruption soit tout à fait possible et n'est pas imminente. Toutefois, les chercheurs tiennent à ce que tout le monde sache que le volcan représente une véritable menace. Le Colombo est un type de volcan hautement explosif capable de créer d'énormes panaches volcaniques. Ces panaches peuvent atteindre plusieurs kilomètres de haut et projeter une quantité impressionnante de cendres volcaniques dans l'atmosphère ou dans l'eau. Et il est également très probable qu'un tsunami se déclenche lors de l'éruption, ce qui ferait de ce dernier un véritable scénario catastrophe. Une civilisation engloutie. Une découverte récente faite au large de l'île du Prince de Galles, en Alaska, a révélé une histoire secrète sur les peuples qui y vivaient. Les scientifiques affirment que les preuves d'une civilisation engloutie confirment la théorie selon laquelle les premiers colons nord-américains voyageaient le long du littoral et vivaient grâce à la mer. Un groupe d'archéologues canadiens a contribué à cette découverte. Ils ont trouvé un ancien déversoir dans les profondeurs de la baie de Chakan. La découverte a eu lieu après que l'ombre de l'objet perdu depuis très longtemps est apparue sur des images de sonar prises il y a plus de 10 ans. Un déversoir est un type de barrière utilisé par les Amérindiens pour piéger les poissons. Il s'agit de l'un des premiers pièges à poissons jamais utilisés. Il est encore en usage aujourd'hui dans le monde entier. Celui-ci en particulier a été mis en place à la fin de l'ère glaciaire et se trouve sous le niveau de la mer depuis des milliers d'années. Et les scientifiques pensent que les hommes préhistoriques auraient très facilement pu vivre sur le littoral de l'Alaska grâce à de simples dispositifs de pêche comme celui qui vient d'être découvert. Oubliez l'agriculture pour développer la civilisation.
les peuples indigènes d'Alaska ont probablement développé leur propre civilisation en pêchant suffisamment de poissons pour nourrir des milliers de personnes. Le barrage de pêche englouti est la preuve qu'une culture complexe vivait en Alaska bien avant l'émergence des civilisations en Mésopotamie. Ming, la palourde. Après avoir passé plus de 500 ans dans la mer, la plus vieille créature ayant jamais vécu a été capturée par des scientifiques, mais aussi tuée malheureusement. Il s'agit de la palourde Ming, un mollusque marin découvert en 2006 au large de l'Islande. Des chercheurs de l'université de Bangor ont collecté environ 200 mollusques marins dans les fonds marins islandais. Ils les ont ensuite ramenés dans leur laboratoire pour les tester. Cette opération s'inscrivait dans le cadre d'un projet plus vaste axé sur le changement climatique. Ces palourdes, apparemment ordinaires, ont été tuées peu après leur capture, puis congelées sur le navire de recherche en vue de leur transport. À l'époque, personne n'y a vu d'inconvénient, et ce n'est que lorsque les palourdes sont arrivées à l'université et que les chercheurs ont commencé à les étudier qu'ils ont réalisé qu'ils venaient d'assassiner le plus vieil animal du monde. Les scientifiques savent que les mollusques ont une durée de vie extrêmement longue, la plupart d'entre eux vivant plus d'1 siècle, et tout comme les arbres, les palourdes ajoutent un nouvel anneau à leur coquille chaque année, et Ming avait 410 anneaux, ce qui signifierait, à première vue de chose, que la palourde avait plus de 4 siècles lorsqu'elle a été capturée. Les scientifiques ont été choqués car ils n'avaient jamais vu une palourde avec autant d'anneaux. Et comme ils n'étaient pas sûrs de la fiabilité de leur méthode de comptage, ils ont placé Ming sous un microscope. C'est alors qu'ils ont identifié Ming comme étant âgé d'environ 507 ans, né en 1499. Il est tragique que la créature la plus âgée de la planète ait été tuée. Mais grâce à Ming, les scientifiques ont pu faire de grandes avancées dans la science du vieillissement biologique. Une épave morbide. La plus ancienne épave intacte d'Angleterre, un navire du XIIIe siècle, a été récemment découverte dans la Manche, au large de la côte de Dorset. À bord de l'ancien navire, les archéologues ont trouvé une collection de pierres de marbre, de croix médiévales, mais aussi une cargaison plutôt morbide. La découverte a été faite par un skipper de bateau charter local qui a demandé l'autorisation de plonger sur le site. Puis, des scientifiques de l'université de Bournemouth sont venus pour faire des fouilles archéologiques sous-marines. Il ne s'agit pas vraiment de la plus ancienne épave jamais découverte, mais c'est la plus ancienne épave dont la coque est encore complètement intacte. Cela signifie que le corps du navire est en grande partie intact, ce qui est pratiquement inédit pour un bateau qui a coulé il y a 800 ans. Mais nous ne connaissons pas le nom du navire. Mais nous savons qu'il date du règne du roi Henri III et que les arbres utilisés pour sa construction ont été abattus entre 1242 et 1265. Il s'agissait probablement d'un navire de transport utilisé pour acheminer de grandes cargaisons d'un endroit à un autre, en particulier pour transporter des roches calcaires convoitées par les constructeurs dans tout le continent européen. Les pierres de marbre étaient extraites à Dorset avant d'être transportées vers l'Europe sur des navires comme celui-ci. Et dans le cas présent, le navire transportait une pierre d'ancienne pierre tombale. Cette cargaison morbide a été retrouvée parfaitement conservée par des archéologues sous-marins. Les pierres tombales ont le même aspect au fond de l'océan qu'au XIIIe siècle, lorsqu'elles ont été fabriquées. Malheureusement, aucun nom n'est gravé sur les pierres tombales et nous ne savons donc pas à qui elles étaient destinées. Le Stonehenge englouti. De nombreux sites archéologiques dans le monde entier ont été surnommés de Stonehenge englouti. L'un d'entre eux se trouve au fond du lac Michigan et un autre est immergé au large des côtes espagnoles. Mais les chercheurs ont également découvert un cercle de pierre néolithique submergé dans les Orcades en Écosse. Des archéologues effectuaient des relevés sous-marins, notamment par télédétection et profilage sismique, lorsqu'ils ont accidentellement découvert un cercle de pierre englouti et qui ressemble très bizarrement à Stonehenge mais qui est totalement submergé. Les chercheurs qui effectuent des relevés dans la baie de Firth pensent que le cercle de pierre a probablement été dévoré par la mer il y a environ 4000 ans. C'est à cette époque que le niveau de la mer a fortement augmenté, engloutissant d'immenses portions du littoral britannique. Et un monticule circulaire d'environ 37 mètres de large a même été découvert à proximité des vestiges du cercle de pierre. Les archéologues pensent que ce monticule pourrait être une tombe préhistorique à chambre, probablement le lieu de repos d'une personne extrêmement importante. L'archéologue Caroline Wickham Jones,
de l'université d'Aberdeen explique qu'il y avait de nombreux établissements néolithiques à cet endroit. Il ajoute que de nombreux établissements de chasseurs-cueilleurs ont été submergés dans le nord de l'Écosse à la même époque. En fait, ces ruines englouties dans les Orcades n'ont d'équivalent nulle part ailleurs au Royaume-Uni. Il s'agit d'un paysage tout à fait unique d'une époque antérieure à la civilisation moderne, où les sociétés nouvellement formées commençaient tout juste à créer des structures substantielles. Malheureusement pour ces populations, ces structures ont toutes été emportées par les marées montantes. Et à l'issue de l'étude sous-marine, les scientifiques ont pu constater les changements survenus depuis environ 10 000 ans. Une grande partie de la zone était sèche, mais elle a été progressivement inondée. Ce phénomène est très probablement dû à la fin de l'ère glaciaire. Vers 2000 avant Jésus-Christ, l'océan avait rempli la plupart des zones basses, poussant les hommes préhistoriques à s'enfoncer plus profondément dans les terres. Le HMS Audacious. Le HMS Audacious était un cuirassé dreadnought construit par la Royal Navy au début du XXe siècle. Achevé en 1913, il a eu une carrière très brève. Le navire anglais a été coulé par une mine navale allemande alors qu'il manœuvrait autour de la côte irlandaise pendant la Première Guerre mondiale. Mais il n'est resté en activité qu'un peu plus d'un an. L'Audacious a été mise en service le 15 octobre 1913 et a été détruit le 27 octobre 1914, lorsqu'il a heurté la mine sous-marine. Il a lentement commencé à être inondé, mais heureusement, la majorité des soldats britanniques qui se trouvaient à bord ont réussi à s'en sortir vivants. Seul un quartier-maître est mort des suites de l'explosion du navire, touché par un éclat d'obus. Et à ce jour, le HMS Audacious est le plus grand navire de guerre à avoir jamais été coulé par une mine navale. L'affaire était si embarrassante pour la Grande-Bretagne que l'amirauté a refusé que la nouvelle de sa destruction soit divulguée. Il ne voulait surtout pas que les Allemands apprennent ce qui s'était passé. C'est la chaîne History Channel qui a finalement filmé l'épave du HMS Audacious pour une émission télévisée en 2008. En collaboration avec l'archéologue nautique Innes McCartney, ils ont filmé l'épave engloutie à une profondeur d'environ 68 mètres. Elle se trouve toujours à 27 km de l'île Tory, dans l'océan Atlantique Nord, avec un énorme morceau du navire brisé à l'endroit exact où il avait heurté la mine. Navire dans le fleuve. Des archéologues maritimes ont trouvé les restes brisés d'un cargo dans une rivière allemande. Le navire a près de 400 ans et date de la période hanséatique, lorsque les guildes commerciales européennes régissaient les routes commerciales de la mer Baltique et de la mer du Nord entre le XIIIe et le XVIIe siècle. Le commerce en Europe du Nord était très réglementé. Des guildes très organisées supervisant le transport et la vente de pratiquement toutes les marchandises entrant et sortant de la région. Et la présence du navire dans la rivière a été une très grande surprise, car la plupart des navires aussi anciens ne survivent pas après avoir été submergés pendant 400 ans. Le bois pourrit généralement jusqu'à ce qu'il ne se distingue plus du reste de la vase marine. Mais les scientifiques pensent que ce navire a pu être aspiré par le fond de la mer et recouvert d'une boue immédiatement après avoir coulé, le préservant comme un bateau momifié au fond de la rivière, non loin de la ville de Lübeck. Il pourrait s'agir d'un galion ou d'un cargo à un seul mât. Les archéologues de l'université de Kiel, en Allemagne, affirment que plus de 150 barils ont déjà été retrouvés intacts autour du site de l'épave. Cela indique que le navire transportait une énorme cargaison de chaux-vive lorsqu'il a coulé. La chaux-vive était un ingrédient ancien nécessaire à la fabrication du mortier utilisé pour la construction de grands ouvrages en pierre. Elle provenait probablement de Scandinavie, soit de Suède, soit du nord du Danemark, et se dirigeait ensuite vers l'Allemagne, où la chaux-vive aurait été utilisée pour la construction de toutes sortes d'ouvrages, de grandes cathédrales aux tombes médiévales. Les scientifiques ont récemment découvert une créature extrêmement effrayante dans les profondeurs de l'océan, un cloporte colossal qui ressemble étonnamment à Dark Vador. Il a été découvert dans le golfe du Mexique et ces dégoûtantes bestioles jaunes mesurent un peu plus de 25 cm de long, soit 2500% de plus que les cloportes que l'on trouve généralement dans son jardin. Cette bestiole fait partie des nouveaux crustacés identifiés dans la zone benthique, l'une des parties les plus profondes de l'océan. Les isopodes du genre Bathynomus présentent des similitudes troublantes avec le casque de Dark Vador, vous savez, dans Star Wars, et ce nouveau venu dans la famille a été surnommé Vanilla Vader, qui se traduit par Vanille Vador en gros, en raison de son aspect pâle et laiteux.
Mais il n'est connu que par un seul spécimen découvert au large des côtes mexicaines en 2017. Wang Minchi, de l'Université nationale de Tainan à Taïwan, a déclaré que ce crustacé témoignait d'une grande diversité écologique dans le golfe du Mexique. L'isopode, apparenté de très loin au cloporte commun, vit à une profondeur comprise entre 600 et 800 mètres sous le niveau de la mer. C'est un nécrophage, c'est-à-dire qu'il passe la plupart de son temps à fouiller les débris et les saletés à la recherche de quelque chose à manger. Découverte titanesque. Le 15 avril 1912, le Titanic reçoit un avertissement concernant des icebergs dangereux dans l'océan Atlantique. Le SS Mesaba avait essayé de prévenir le Titanic qu'il y avait des icebergs sur leur route et qu'il devait être très prudent. Malheureusement, le message n'est jamais parvenu sur le pont et plus tard dans la nuit, le navire, insubmersible entre guillemets, a coulé après avoir heurté un iceberg. Le navire qui avait prévenu le Titanic a poursuivi son existence sans encombre pendant les 6 années suivantes. Cependant, pendant la Première Guerre mondiale, le navire a été réduit en miettes par un sous-marin allemand. Il a été touché par une torpille qui a tué 20 personnes et il a ensuite coulé au fond de l'océan. Il a donc au final subi le même sort que le Titanic. Mais pendant très longtemps, personne n'a jamais su où reposait le SS Mesaba. Mais des recherches de l'université de Bournemouth, au Royaume-Uni, ont découvert le navire perdu au fond de la mer d'Irlande. Il a été retrouvé presque entièrement coupé en deux. Les scientifiques se sont servis d'un sonar multifaisceau pour scanner le fond de la mer et ont identifié plus de 273 épaves. Ils ont mis en évidence des sous-marins, des chalutiers et toutes sortes d'autres navires brisés sur une zone d'environ 20 000 km² et l'un de ces navires s'est avéré être le SS Mesaba. Les Avro Arrows. L'Avro CF-105 Arrow était un avion très sophistiqué conçu par l'industrie aérienne canadienne pendant la guerre froide des années 1950. Il s'agissait d'un intercepteur à réaction conçu spécialement pour lutter contre les bombardiers soviétiques. Mais lorsque le budget de l'avion atteint la somme obscène de près d'1 milliard de dollars canadiens, le projet a été tout simplement abandonné. Le Canada n'est jamais devenu un grand producteur d'avions militaires. Avec l'Avro Arrow étant l'un de ses derniers grands projets, mais certainement pas le plus bizarre, puisque c'est la même société qui est responsable de cette bizarrerie dont on avait parlé dans cette vidéo. Et en 2017, l'un de ces appareils a été retrouvé au fond du lac Ontario. Dans les années 1950, les Canadiens s'inquiétaient d'une éventuelle attaque de la Russie par l'Arctique canadien. Ils craignaient que les troupes soviétiques ne tentent de s'emparer du nord gelé du Canada. C'est pourquoi de nombreux constructeurs se sont lancés dans une tentative désespérée de fabriquer davantage d'engins de guerre. Mais en raison des coûts, peu de choses ont été réalisées. Cependant, le premier Avro Arrow a été dévoilé en 1957 et a battu pas moins de 4 records de vitesse. C'est à peu près à la même époque qu'un Avro Arrow s'est retrouvé au fond du lac Ontario. Et on pense que l'avion a été lancé depuis la base de l'aviation royale canadienne dans le comté du Prince-Édouard et que par une grave erreur, il s'est retrouvé dans le lac. Après sa découverte en 2017, des experts du musée de l'aviation du Canada et de l'aviation royale canadienne ont aidé à remonter l'avion à la surface pour la première fois depuis près de 60 ans. Depuis, 4 autres intercepteurs Avro Arrow ont été découverts abandonnés au Canada. Le vaisseau englouti. L'anomalie de la mer Baltique déconcerte les scientifiques depuis sa découverte. Personne ne sait de quoi il s'agit, et les théories vont de vaisseau spatial extraterrestre à un bunker nazi sous-marin, en passant par la cité perdue de l'Atlantide ou encore un simple morceau de roche. Des explorateurs marins ont identifié la structure au fond de la mer entre la Suède et la Finlande il y a une dizaine d'années. Des images de sonar ont révélé une forme mystérieuse dans la mer Baltique, une forme qui ressemble beaucoup au Faucon Millennium de Star Wars, ou c'est du moins une interprétation qui en est faite. Certains disent qu'il s'agit d'un vaisseau spatial qui s'est écrasé, laissant derrière lui une sorte de traînée sur le fond de la mer sur plus de 300 mètres. Et puisque nous parlons des théories les plus farfelues, d'autres encore pensent qu'il s'agit plutôt d'une base sous-marine, peut-être les vestiges d'une civilisation disparue ou d'une agence gouvernementale secrète. Mais ce qui est encore plus étrange est que l'anomalie émettait d'étranges interférences électriques, ce qui a donné lieu à encore plus de spéculations et de théories.
Selon d'autres hypothèses, il pourrait s'agir des restes d'un projet militaire de la Seconde Guerre mondiale jeté dans l'océan. Le professeur associé Volker Brückert de l'Université de Stockholm affirme quant à lui que l'objet n'est rien d'autre qu'un dépôt glaciaire, ou plus simplement un dépôt formé lors de la période glaciaire. C'est certes plus plausible, mais bien moins excitant que le Faucon Millenium. Le jacuzzi du désespoir. Dans le golfe du Mexique, à peu près 1 km de profondeur, se trouve une merveille géologique appelée le jacuzzi du désespoir. Il s'agit d'un lac sous-marin, d'un cratère englouti contenant de l'eau extrêmement salée et du méthane qui tue toutes les créatures assez folles pour s'y baigner. Les scientifiques ont découvert cet horrible lac sous-marin à l'aide d'un véhicule télécommandé, l'Hercule. Et les chercheurs ont été surpris de découvrir un nombre absurde de cadavres de crabes qui s'étaient accidentellement jetés dans la cuvette et avaient succombé aux éléments. Scott Wankel, chimiste marin, a émis l'hypothèse que certains animaux s'étaient rendus dans le jacuzzi du désespoir uniquement pour y mourir. Ce lac sous-marin est connu sous le nom de piscine de Saumur. Et la saumure y est si épaisse qu'il est possible d'y faire atterrir un sous-marin. C'est comme si l'on conduisait une voiture sur un lac salé. Et même s'il se trouve au fond de l'océan, très loin dans les profondeurs, on l'appelle toujours piscine ou lac parce que le liquide a une consistance différente. Il s'est formé au cours de millions d'années lorsque le sel s'est évaporé et s'est infiltré dans d'immenses fosses. Et au fur et à mesure que le sel devienne de plus en plus lourd, il traverse lentement le schiste et permet au pétrole et au gaz de s'échapper, transformant les mares de saumure en pièges mortels et toxiques. La raison pour laquelle la piscine est si toxique pour la plupart des créatures marines est que le liquide contient très peu d'oxygène et des éléments chimiques très toxiques. C'est un véritable bassin de sulfure d'hydrogène et de méthane, et qui tue presque instantanément les poissons et autres organismes lorsqu'ils entrent en contact avec lui. La Cité du Lion. Sous la surface du lac Qiandao, en Chine, se trouve une mystérieuse cité perdue datant de plusieurs siècles. Elle se nomme Xicheng ou Cité du Lion. Elle a été inondée lors de l'industrialisation de la Chine dans les années 1950. Un barrage hydroélectrique a été construit pour la province, ce qui a entraîné la submersion complète de l'ancienne cité. Le lac lui-même, appelé lac des 1000 îles, est une immense étendue d'eau douce et comme vous vous en doutez, il compte plus de 1000 îles, d'où son nom. La Cité du Lion abritait environ 300 000 personnes lorsqu'elle s'est perdue au fond du lac. Et son naufrage a effacé des siècles d'histoire ancestrale. La plupart des historiens s'accordent à dire que la Cité du Lion a été construite en 621 de notre ère par la dynastie Tang, ce qui la rend vieille de plus de 1400 ans. Elle comptait 265 arches, de nombreux temples et des milliers de maisons et de routes pavées. Il s'agit d'une ville très ancienne de la Chine impériale qui a conservé presque exactement la même forme qu'il y a 70 ans, et ce, grâce à l'eau froide. L'ensemble est préservé comme un musée aquatique et les travaux du Moyen-Âge et les remparts du XVIe siècle sont encore solides comme s'ils venaient d'être construits. Mais le plus surprenant dans l'histoire, c'est qu'après la submersion de la ville, les gens l'ont oublié. Des centaines d'années d'histoire ont été oubliées et n'ont été redécouvertes qu'en 2001. Et ce n'est qu'en 2011 que des photos ont commencé à circuler et que le grand public s'y est intéressé. Et la Cité du Lion est aujourd'hui un site de plongée sous-marine très prisé des touristes désireux de s'immerger dans l'histoire. L'oasis des requins voraces. À 500 mètres sous la surface de l'océan Indien, des plongeurs ont découvert un écosystème jusqu'ici inconnu. Il s'agit d'un endroit très dangereux, peuplé de requins affamés en quête de nourriture. Et les scientifiques ont baptisé cette région zone de capture et l'ont comparée à un très grand désert océanique. Elle est située non loin des Maldives, tout près de la fameuse fosse des Mariannes. Et les chercheurs qui se sont embarqués pour une mission sous-marine ont été choqués de voir d'énormes bancs de poissons et de requins, tels des nuages denses et grouillants. Mais la particularité de cet endroit est qu'il est bloqué par des falaises abruptes et des récifs fossilisés. De minuscules créatures appelées micronectants descendent dans la zone et ont du mal à en sortir. Et c'est d'ailleurs ce qui attire les requins qui semblent aujourd'hui y vivre en permanence. Il s'agit d'un écosystème particulier et très unique, un cercle stable de proies et de prédateurs. Les requins voraces chassent constamment les micronectants qui se cachent et se reproduisent. Mais grâce à la forme géologique unique, les proies et les prédateurs se retrouvent ensemble dans cette oasis sous-marine.
Bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres créatures. Il y a des oréos des profondeurs, non, pas ces oréos, mais des poissons oréosomatidés, des bancs de thon, des requins gris, des requins tigres, des requins chagrins, des requins soyeux et même des requins marteaux festonnés. Ça en fait des requins. Vaisseau de guerre. L'épave d'un navire de guerre du XVIIe siècle, l'Aplette, a été récemment découverte par des archéologues en Suède. Il s'agit d'une découverte monumentale car ce navire de guerre est directement lié au Vasa, son navire jumeau qui a chaviré en 1625 lors de son voyage inaugural. Le Vasa est actuellement exposé dans un musée de Stockholm et l'épave de l'Aplette a échappé aux chercheurs pendant des années. Aujourd'hui, elle a enfin été retrouvée et son aspect est tout simplement stupéfiant. L'Aplette a servi pendant la guerre de 30 ans et a été délibérément coulé au large de Stockholm en 1659 lorsqu'il a été jugé hors d'état de naviguer. La guerre de 30 ans, qui a duré de 1618 à 1648, est l'un des conflits les plus dévastateurs de l'histoire européenne. Et c'est d'ailleurs même l'un des conflits les plus sanglants de l'histoire de l'humanité en général, qui a fait plus de 8 millions de victimes. Et ce, non seulement lors des batailles militaires, mais aussi à cause de la famine et des maladies. Tout a commencé à cause des États catholiques et protestants qui formaient le très instable Saint-Empire romain germanique. Mais au fur et à mesure que la guerre évoluait, il s'agissait moins de religion que de savoir qui allait diriger le continent européen d'une main de fer pour les siècles à venir. Et pour en revenir au bateau, il a été découvert par des archéologues locaux travaillant avec la marine suédoise. Tout le monde a été choqué car ils avaient perdu tout espoir de trouver d'autres épaves dans la région. Les fonds marins près de la Suède ont été recouverts de rochers dans les années 1800, puis entièrement dragués au début des années 1900. Il n'aurait pas dû rester grand-chose à découvrir, et pourtant, on a mis au jour un navire de guerre complet. Mais comme l'épave se trouve dans une zone militaire protégée, il n'y a aucun moyen de la récupérer. Les plongeurs ne sont même pas autorisés à y descendre, à moins d'être accompagnés par la marine suédoise. L'épave de Great Dog Island. Au large de l'île Great Dog et des îles Vierges britanniques, un avion repose au fond de l'océan. Il ne reste plus grand-chose de l'avion aujourd'hui, mais c'est un site de plongée très populaire qui a une histoire très étrange. Tout a commencé en 1993. L'avion devait partir de Tortola avec 27 passagers à son bord, mais il n'a jamais décollé. L'avion est sorti de la piste d'atterrissage et a coulé directement dans la mer. Il a touché l'eau environ 61 mètres de l'extrémité de la piste. Et heureusement, toutes les personnes à bord ont survécu. Mais plus tard, l'avion sera sorti de son cimetière gris et sombre et placé dans un hangar, mais il était complètement détruit. Il a brièvement servi d'accessoire de cinéma avant d'être rejeté à l'eau au large de l'île Great Dog pour devenir un récif artificiel. D'ailleurs, il est toujours là aujourd'hui, sous 10 mètres d'eau, ressemblant plus à un jardin de coraux qu'un avion détruit. Mais au moins, il sert une noble cause. Épave médiévale. Des chercheurs de l'université de Bournemouth, au Royaume-Uni, ont découvert ce qui pourrait bien être la plus ancienne épave médiévale dans les eaux anglaises. Le bateau, appelé un bateau à clin, était fait de planches de bois superposées et transportait une cargaison de pierres brutes lorsqu'il a coulé au XIIIe siècle. Sur les bateaux de bois, on dit que les bordages sont disposés à clin lorsqu'ils se recouvrent comme les ardoises d'un toit. On parle de bordée à clin et d'embarcation à clin. Et au début du Moyen-Âge, les dalles de marbre d'Erbeck étaient utilisées dans la majeure partie de l'Angleterre. Ces dalles étaient également exportées vers l'Irlande et l'Europe continentale pour la construction. Nous savons qu'il s'agit d'un navire de transport car l'épave a été retrouvée jonchée d'énormes pierres qui avaient été extraites de la carrière et envoyées à la vente. Une analyse du bois utilisé pour construire la coque du navire a révélé que les arbres avaient été abattus vers 1242 en Irlande. Il s'agit là d'un bel exemple de globalisation médiévale. Le bois a été coupé en Irlande, expédié en Angleterre, puis utilisé pour la construction d'un bateau, et ce bateau a servi à ramener des pierres anglaises en Irlande, bouclant ainsi la boucle. Tom Cousins, membre de l'équipe de recherche, explique que très peu de bateaux de cet âge ont été retrouvés. Ces bateaux ont coulé pour des raisons inconnues il y a 750 ans. Ensuite, ils ont été découverts par un skipper local de bateaux charter à la suite d'une violente tempête. Il s'agit aujourd'hui de la plus ancienne épave anglaise, protégée dont la coque est encore intacte. Créatures mystérieuses. Des créatures très étranges viennent d'être découvertes au fond de l'océan Indien.
des anguilles sans yeux, des poissons qui ressemblent à des chauves-souris et des lézards sous-marins dotés de rangées de dents redoutables. Et ces découvertes ont été faites par des scientifiques de l'Institut de recherche Victoria d'Australie. Ouais, en Australie, comme par hasard. Ils étudiaient une série de volcans sous-marins à près de 4000 km de l'Australie lorsqu'ils ont commencé à voir toutes ces créatures bizarres. Et selon le scientifique Tim O'Hara, chaque espèce est adaptée à l'environnement extrême des grands fonds marins. Et l'un des 2 spécimens jamais observés auparavant était une anguille aveugle à la peau extrêmement gélatineuse, comme de la gelée très pâle. L'anguille vit à une profondeur extrême où la lumière n'arrive pratiquement pas. C'est pourquoi elle a développé une vue extrêmement faible et elle est pratiquement aveugle. Elle se sert donc de ses autres sens pour naviguer dans son habitat aquatique. L'équipe a également découvert un monstre effrayant, le poisson lézard ou Bathysaurus mollis. Il dispose d'une bouche rouge très effrayante, comme s'il saignait des gencives, et une peau blanche translucide. Et parmi les autres bestioles bizarres, on trouve le poisson plat, un poisson qui, comme son nom l'indique, est totalement plat, une sorte de sol ou de turbo des profondeurs. Ils ont également découvert un poisson vipère au croc translucide. Et puis, il y a les autres animaux qui semblent être des espèces entièrement nouvelles, toutes plus fascinantes et effrayantes les unes que les autres. Encre romaine. Au large des côtes anglaises, des archéologues maritimes ont découvert une rare encre romaine au fond de l'océan. Ils pensent qu'elle appartenait à un navire de la marine romaine qui a participé à l'invasion de la Grande-Bretagne il y a 2000 ans. L'énorme encre pèse près de 100 kg et a été fabriquée en fer massif. Elle mesure près de 2 mètres de long et a été découverte alors que les chercheurs effectuaient des relevés sur le site potentiel d'un nouveau parc éolien en pleine mer. Et cette découverte n'est pas anodine. Selon Brandon Mason de Maritime Archaeology Limited, seules 3 encres antérieures à la période viking ont été trouvées dans les eaux de l'Europe du Nord, c'est-à-dire avant 750 de notre ère. Cette encre fait partie d'une collection très rare. Elle a probablement été utilisée par un navire de commerce de la Classis Britannica. La Classis Britannica a été la toute première marine britannique formée au 1er siècle de notre ère. Les navires utilisés par les Romains pour conquérir la Grande-Bretagne ont ensuite été reconvertis pour le commerce, mais aussi pour défendre les côtes britanniques. L'ensemble de la compagnie comptait environ 7000 membres d'équipage et 900 navires. Et c'est d'ailleurs cette puissance qui a permis aux Romains de s'emparer de la Grande-Bretagne en l'an 43 de notre ère. La marine romaine a envoyé des milliers de soldats d'Europe continentale sur les terres britanniques, les a conquises. Et cette encre est donc un rappel physique du passé romain de la Grande-Bretagne. Et découvre les énigmes du passé qui dépassent les limites de la science actuelle en cliquant sur cette vidéo.